Lundi 18 juin 2018, le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres alors que la coordination des syndicats du ministère en charge de l'économie et des finances lançait une nouvelle grève d'une semaine. Quitus a été donné à la ministre Roselyne Coulibaly de recruter du personnel d'appoint pour assurer la continuité du service. C'est parti pour les examens du BEPC et du BEP sur le territoire burkinabé. C'est la commune de Saba qui a servi de cadre ce matin au lancement officiel des épreuves écrites. Plus de 325 000 candidats sont à la conquête de ces deux brevets. De 2200 francs CFA à 5000 francs CFA, près de 3000 francs d'augmentation des frais d'abonnement mensuel à la Sotraco. Un coût trop élevé pour les étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Encouragés par la FECIBF, ils ont lancé ce matin un mot d'ordre de boycott des lignes de la Société de transport en commun de Ouagadougou. Bonsoir et bienvenue à tous sur BF1. Le gouvernement a donc décidé de recruter du personnel d'appoint pour assurer la continuité du service au ministère de l'économie, des finances et du développement. Décision prise ce lundi en Conseil des ministres et ce en réaction à la nouvelle grève lancée ce 18 juin par les syndicats du MINEFID. Le gouvernement qui a pris une série de mesures au niveau du département de l'économie et des finances. Écoutons son porte-parole nous en faire le point. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil a donné son accord pour la création d'une commission de recouvrement des chèques impayés. Depuis 2015, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment qui font que les paiements au profit des receveurs des impôts des douanes de Bobo et de Ouagadougou se font à travers les banques. Et ces mesures-là ont fait baisser un peu la prolifération des chèques impayés, mais le stock existant pour autant n'a pas diminué. Au 31 janvier 2017, ce stock était estimé à peu près à 37 milliards de francs CFA. Donc cette commission doit permettre justement de pouvoir faire des investigations, mais également de pouvoir procéder au recouvrement de ces chèques impayés-là. Toujours au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un décret portant création de l'Institut national de santé publique. L'Institut national de santé publique va faire la fusion de 3 instituts existants déjà, c'est le Centre Muraz, le Centre de recherche en santé de Luna et le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Il va donc, à ce niveau-là, participer à une veille sanitaire plus accrue, à assurer une analyse avancée des données du système d'information de la santé au Burkina, à coordonner les structures sectorielles, notamment la recherche au niveau sectoriel, et apporter donc une réponse en termes d'expertise sur de techniques de haut niveau. Monsieur le ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale, on fait le point sur la grève en cours aujourd'hui au niveau de MINEFID. Et le Conseil donc a constaté donc le maintien donc du mot d'ordre de grève, malgré donc les efforts consentis par le gouvernement en ce qui concerne notamment le maintien du fonds commun en l'état pour l'année 2018. Et la mise en œuvre seulement à partir de janvier 2019 des propositions de la conférence sur les rémunérations. Et pour ne pas donc compromettre la continuité du service public, le gouvernement a autorisé donc le ministère de l'économie et des finances à 2 choses. La première, c'est le recrutement de personnel d'appoint, notamment les retraités et les volontaires. Le deuxième, c'est la prise de texte de toute initiative permettant de lever les goulots d'étranglement constatés au niveau de la chaîne de la dépense publique, de même que dans la mobilisation des ressources. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce conseil-là. L'exécutif qui prouve ainsi son intention d'aller jusqu'au bout de ces réformes et la coordination des syndicats du MINEFID qui peut comprendre désormais ce qu'elle qualifie de mutisme du gouvernement. Elle a dénoncé aujourd'hui encore, à l'entame de sa nouvelle semaine de grève, le fait qu'il n'y ait pas eu jusqu'ici de dialogue avec les autorités compétentes et sa réaction à cette décision de faire appel à des volontaires et à des retraités pour faire le travail des agents en grève au MINEFID ne s'est pas fait attendre. Pour la CS MINEFID, le gouvernement ne fait que de la diversion. Suivez son président, Mathias Kadiogo.
De la part du gouvernement. Nous pensons que un gouvernement ne peut pas s'asseoir pour prendre de telles décisions. Et vous savez que les agents du ministère en charge de l'économie des finances qui observent la grève, usent de leurs droits constitutionnels et de la légalité prescrite dans les codes, notamment la loi 081 et la loi 104. Donc nous ne comprenons pas en tout cas comment le gouvernement pourra en tout cas outre mesure trouver des solutions pour remplacer, suppléer à l'absence de ces agents-là au lieu de chercher à résoudre les problèmes. Nous pensons que ce sont des annonces qui visent à intimider ou à dissuader les travailleurs, mais bon, quand cela ne tienne, nous pensons que les travailleurs du ministère, les militants de nos syndicats, de notre coordination restent sereins et ils sont tous déterminés et mobilisés pour la satisfaction de notre plateforme. Donc la décision du Conseil des ministres ne vous effraie pas du tout? Pas du tout. Cette décision, cette annonce ne nous ébranle pas du tout. Je n'ai pas encore vu officiellement écrit. C'est à travers les médias, les réseaux sociaux. Mais je pense que même si c'est une annonce qui est confirmée, ça ne nous ébranle même pas du tout. Nous pensons que nous sommes mobilisés pour défendre les intérêts professionnels. Et je profite encore de votre micro et de votre caméra pour encore dire à la population que les revendications ne s'articulent pas autour de l'argent, autour des recettes. Nos revendications sont des revendications d'ordre professionnel. Un point, c'est tout. L'issue de cette crise ne réside que dans le dialogue. Que dans le dialogue. Je pense que si on dialogue, quelqu'un a dit que même ceux qui ont l'arme nucléaire s'asseyent pour discuter. N'en parlons pas des gens qui n'ont pas l'arme nucléaire, ni le gouvernement, ni nous. Donc on peut bien s'asseoir pour discuter. Si le gouvernement résout à s'asseoir avec nous pour discuter, nous pourrons trouver des solutions. Nous sommes convaincus qu'on va trouver des solutions et lever ou suspendre le mot d'ordre. On apprend dans la foulée que la ministre en charge de l'économie et des finances va animer une conférence de presse demain mardi. L'administration fiscale en proie à des pertes à cause de l'exploitation frauduleuse de l'or. Le phénomène a atteint un niveau sérieux d'après l'économiste du Faso qui s'appuie sur une enquête parlementaire menée en 2016 au Burkina Faso. Kwame Ridapa a signé la chronique économie de ce lundi. Le Togo surtout, mais aussi la Côte d'Ivoire et le Ghana à un degré moindre. Voici les destinations privilégiées de l'or artisanal sorti frauduleusement du Burkina Faso. Les chiffres sont édifiants. Entre 15 et 30 tonnes de cet or sortent chaque année du Burkina Faso, selon le rapport d'une enquête parlementaire de septembre 2015. Ce volume avoisinerait la production industrielle de l'or, estimée à 36,350 tonnes en 2015. Les pertes fiscales sont énormes. Près de 300 milliards de francs CFA sur 10 ans, révèle le rapport parlementaire cité par l'économiste du Faso. L'enquête que nous avons menée montre que le circuit officiel n'est pas encore le circuit, je vais dire, le plus utilisé par les commerçants d'or. Donc le réseau, le circuit togolais, c'est une référence aujourd'hui. Beaucoup de nos commerçants passent par le Togo pour écouler leur or à l'international. La raison fondamentale de la préférence du Togo pour l'exportation frauduleuse de l'or burkinabé est d'ordre fiscal. Au Burkina Faso, sur chaque kilogramme d'or exporté, 450 000 francs CFA sont prélevés. Alors qu'au Togo voisin, la taxe à l'exportation serait seulement de 45 000 francs CFA pour chaque kilogramme d'or. Alors, le choix est vite fait. Bon, les fraudeurs ils vont là où c'est le plus avantageux. Et puis chaque fraudeur a son circuit. Et puis ça dépend de qui a financé. Vous savez qu'il y a des gens qui financent la fraude. Jusqu'au trou des orpailleurs, il y a des gens qui sont propriétaires de trous. La production du trou est revendue à quelqu'un qui revend. Et tout ça, c'est des circuits qui sont bien huilés. En dehors du coût d'exportation, l'autre raison qui expliquerait la fraude dans le secteur de l'orpaillage serait la lourdeur en termes de procédure dans le processus d'exportation légale.
Le cadre catholique ne saurait s'adonner ni à la fraude ni à la corruption, car pour le CEPAFAR, le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, il ne sert à rien de faire des génuflexions profondes les dimanches à la messe si on n'est pas exemplaire au quotidien. C'est l'enseignement qu'on pouvait tirer justement de la conférence animée hier dimanche par l'ASELC. Luc Pagvelgem. Le cadre catholique face à la corruption. En principe, ce thème ne devrait pas faire l'objet d'une conférence si on s'en tenait aux 10 commandements de Dieu que doit suivre tout chrétien. Mais laissons les principes et nous en tenons-nous à la réalité. Face à la corruption, la religion ne fait pas parfois le poids, pourtant elle devrait. Catholiques et autorités supérieures du contrôle d'État et de lutte contre la corruption se mettent ensemble pour trouver l'attitude que doit adopter le cadre catholique devant ce phénomène. Oui. Le constat, c'est que, on remarque que le chrétien catholique ne montre pas la différence à cause de sa foi. Alors, cette conférence, justement, vise à faire prendre conscience aux chrétiens catholiques que, si on suit l'enseignement du Christ dans l'Évangile, on devrait être un exemple dans la promotion de la justice, la promotion de l'équité, la promotion de la paix et du développement. Alors, tout ce qui concerne la corruption n'est pas conforme, bien sûr, aux exigences de l'Évangile. Et avec cette prise de conscience, chacun devra se poser des questions. Et c'est une remise en cause nécessaire pour être un citoyen, non seulement qui répond aux exigences du développement de notre pays, mais aussi, qui vit sa vie de chrétien, sa vie de citoyen en conformité avec sa foi de chrétien. La lutte contre la corruption est une exigence de foi du cadre catholique. Le chrétien donc ne peut et ne doit accepter et tolérer la corruption car ce facteur de malgouvernance crée l'injustice, toute chose qui est contraire à la doctrine sociale de l'Église. Il s'est agi à la lumière de la doctrine sociale de l'Église de montrer que le chrétien ne peut accepter, ne peut tolérer la corruption dans la mesure où l'Église montre que la sociabilité est un élément humaniste qui suppose que l'on tienne compte de l'ensemble de la communauté. Et la corruption étant source d'injustice, aggravant la pauvreté et la misère des uns pour une appropriation par quelques-uns, c'est contraire à la doctrine de l'Église, car cela porte atteinte à la dignité humaine. Il ressort de cette conférence organisée par le CEPAFAR, le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, que la lutte contre la corruption n'est pas le fait exclusif du cadre catholique, c'est le fait de tout citoyen, seulement que le cadre catholique a une raison supplémentaire pour lutter contre. Plus de 325 000 candidats, je vous le disais, sont à la conquête depuis ce 18 juin du BEPC et du BEP. Le top de départ des épreuves écrites a été donné à Saba par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'ambiance de ce premier jour de composition avec Rémi Lambert-Nébier. L'angoisse pour certains, la sérénité affichée pour d'autres. Non, je n'ai pas peur. Il y a également les situations de panique comme celle que vit ce candidat qui s'est carrément trompé de centre de composition. C'est toujours ainsi l'ambiance des premiers jours de composition des examens scolaires. Nous sommes au lycée Gabriel Tambourin dans la commune de Saba, où le ministre en charge de l'Éducation nationale a procédé au lancement des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles. Mais avant, il a fallu ces mots empreints d'humour et de conseils pour détendre l'atmosphère de stress. Je suis d'abord venu vous encourager, souhaiter beaucoup de courage, vous demande d'être concentré et puis de ne pas avoir peur. C'est votre travail que vous allez rendre maintenant. Vous avez bossé. Maintenant, on vous demande de rendre votre travail. Et on est venu pour vous dire que nous, on est avec vous, surtout avec ceux qui ont travaillé. Ceux qui nous ont pris en otage toute l'année là. Bon, je suppose qu'il n'y en a même pas ici, donc on ne va pas en parler. C'est ça, non? Vous commencez par dire ouais, là, ça me fait peur. Parce qu'on dit oui, quand on sait ouais, là, c'est grave. Ouais, là, ça, c'est des preneurs d'otages. C'est au lycée Wenpuiré de la même commune que les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC ont été lancées.
Et c'est en route pour ce centre de composition que nous retrouvons Karim Guirm Koudri, celui-là même qui s'était trompé de centre de composition. Il m'a dit qu'il m'a donné mon numéro de PV là. Et puis il a dit que je dois passer ça au Gabriel. Donc c'est ça qui m'a trompé là. Oui. Oui, je l'ai appelé et puis il dit que non, qu'il s'est trompé, que c'est un Puré, que Julie 4. Regardez. Une fois au lycée Win Puré, c'est une course contre la montre qui s'engage pour lui et aidé par notre confrère du quotidien. Et c'est certainement essoufflé qu'il composera l'épreuve de dictée qui redonne cette année vie à la plume du journaliste Norbert Zongo. Le maître loua sa sagesse et son sens élevé de la fidélité. Et l'esclavage continua parce qu'il restait un esclave. Le maître resta négrier grâce au nègre. Norbert Zongo, le sens d'un combat, recueil d'éditoriaux, l'indépendant numéro 173 du 3 décembre 1996. Tandis que ces candidats de la région du centre et de bien d'autres régions composent, plus de 3000 candidats aux différents examens dans la province du Soum sont toujours dans l'attente. Vous vous concentrez uniquement sur le Soum, mais dans le nord aussi, à Caen, il y a des élèves qui n'ont pas composé, etc. Donc il y a deux situations. Il y a des situations où il y a des élèves qui composent aujourd'hui dans le Soum, et il y a des élèves qui vont composer la session spéciale que nous organisons à leur attention. Donc ils suivront des cours d'appoint, des cours de rattrapage, des cours de renforcement avant de prendre part. Donc il y a deux cas d'élèves, aussi bien dans le Sahel que dans le Nord. Donc il y en a qui composent aujourd'hui, il y en a qui vont composer dans des délais qu'on vous communiquera. Pourtant, au moment où le ministre faisait cette déclaration, des candidats au BEPC manifestaient à Djibo. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne composent pas ce lundi au même titre que les candidats des autres régions. Sur cette marche des élèves à Djibo et sur les allégations du ministre en charge de l'éducation nationale, je vous propose d'entendre le proviseur du lycée municipal de Djibo que nous avons pu joindre cet après-midi par téléphone. Et c'est un entretien signé Rémi Lambert-Nibier. Bonsoir, monsieur Amadou Maïga. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire si, en ce jour 18 juin, il y a eu quand même des candidats au BEPC dans la province du Soum qui ont pu composer au même titre que les autres candidats du Burkina? Oui, il faut reconnaître quand même que chez nous, c'est quand même spécial. Chez nous, on n'a pas connu effectivement le déroulement des épreuves. Aujourd'hui, comme il se devait, peut-être parce que nous sommes dans une logique de regroupement des élèves de la province à Djibo ici. Mais est-ce qu'auparavant, il y a eu quand même des mécanismes qui ont permis aux candidats qui désiraient composer aujourd'hui de le faire? Il n'y a pas eu de mécanisme parce que tous les candidats n'ayant pas fini le programme, on ne pouvait pas peut-être, je pense que le gouvernement ne pouvait pas laisser ces candidats-là aller directement à l'examen comme ça sans avoir achevé le programme. Pourtant, le ministre en charge de l'éducation nationale au lancement du BEPC, du BEP, du CA+, ce matin, a affirmé que des candidats ont composé ici, dans le Soum, et également qu'il y aurait eu un mécanisme qui permettait à ceux qui voulaient composer durant cette session normale de le faire au lieu d'attendre peut-être la session spéciale. À ce que je sache, en tout cas, aucun candidat n'a composé ici. Okay. Bon, je ne sais pas parce que je pense que la mesure concerne toutes les écoles de la province du Soum, la mesure de regroupement. Donc, je ne vois pas comment un candidat pourrait composer alors que, le jury n'a pas été mis en place. Aucun jury n'a été mis en place ici et puis aucun système de sécurité où des sujets n'ont pas été acheminés. Je ne sais pas comment un candidat pourrait composer sur place ici. Et on a appris également que ces candidats au BEPC et au baccalauréat ont marché sur le Haut Commissariat de la province du Soum. Qu'en était-il exactement? Effectivement, les élèves accompagnés des responsables de l'association des élèves et étudiants du Soum sont allés ce matin voir le haut commissaire pour lui soumettre leurs doléances par rapport à l'organisation de ce regroupement. Parce que effectivement, ils ont appris aussi que les élèves seront regroupés, que toute la province seront regroupés ici sous haute sécurité et que des cours allaient reprendre.
Bon, depuis un certain temps, au regard aussi du démarrage des épreuves dans les autres provinces, ils sont allés vers le haut-commissaire pour lui demander qu'en était-il concrètement par rapport au regroupement. Donc, je pense que c'est ça qui les a amenés effectivement ce matin à aller le rencontrer. Pour déposer effectivement, demander en tout cas des éclaircissements par rapport à la situation. Merci M. Amadou Maïga. Je rappelle que vous êtes le proviseur du lycée provincial de Djibo. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Le BEPC, le BEP et le CAP sont lancés au Burkina Faso, mais pas sur l'ensemble du territoire comme on a pu le constater. Dans les hauts-bassins, pas de souci. L'administration des épreuves a commencé ce lundi. L'ambiance sur place avec Arsène Konditamdi. Dans la matinée de ce 18 juin au lycée municipal Vinamati Mounou de Bobo-Dioulasso, l'anxiété peut se lire dans la posture de certains candidats au BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Pour permettre aux candidats de décompresser, un peu d'humour s'impose. Pour arriver là, vous avez fait pour certains 4 ans, 6e en 3e, mais il y en a aussi qui vont, qui ne sont pas aussi brillants comme moi et qui ont dit certainement de prendre une classe. C'est ça. Hein? Donc il y en a qui ont fait 5 ans pour être là aujourd'hui. Et donc on n'a pas droit à l'erreur. C'est comme un devoir que vous faites en classe. Et ça, en classe, vous vous précipitez. Vous ne vous précipitez pas. Voilà, donc vous prenez le temps de bien lire les sujets, comprendre, et puis maintenant vous démarrez. D'accord? Et surtout pas de tricherie aussi. C'est à 7h30 que le coup d'envoi est donné, et c'est par l'épreuve de dictée que les 42 511 candidats vont débuter leur examen. Certains assurent être bien préparés pour aborder les épreuves avec sérénité et être admis au soir du 26 juin prochain. Bon, j'étais un peu stressée, mais avec les surveillants, je suis rassurée, je suis un peu rassurée. Oui. Oui, s'il plaît à Dieu, oui. Mon souhait est que nous réussissons tous à cet examen. Nous sommes aujourd'hui ici pour composer l'examen du BPC section 2018. En français, je pouvais avoir la moyenne, mais je ne sais pas ici. Les autres matières, je me débrouillais peu aussi. J'ai bossé seule et après j'ai bossé en groupe aussi. On faisait des exercices avec nos camarades qui comprenaient. Depuis plusieurs mois, les techniciens régionaux de l'éducation sont au four et au moulin pour le bon déroulement du BEPC session de 2018. Un travail qui a permis de mettre en place et attend les 87 jurys qui ont en charge la supervision de cet examen. Nous avons vraiment depuis plus d'un mois, sinon même depuis le mois de novembre 2017, commencé les préparatifs de cette session. En tout cas, tout a été mis en place. Les jurys ont été préparés, tous les salles et tout. En tout cas, nous pensons que la session, normalement, devrait se dérouler bien. Ce qui concerne le BPC, nous avons 20 617 garçons et 21 894 filles. Dans la région des Hauts-Bassins, le nombre de candidats au BEPC est passé de 36 786 candidats en 2017 à 42 511 candidats en 2018, soit une hausse de 15,56%. On en vient à la grogne des étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo ce matin. Ils sont contre la nouvelle tarification en vigueur à la Sotraco, la société de transport en commun de Ouagadougou. Explication, Alfred Thioye. Les étudiants des universités publiques du Burkina Faso sont vent debout contre l'augmentation du ticket de bus de la Sotraco, la société de transport en commun de Ouagadougou. C'est unilatéralement selon les étudiants que la direction de la Sotraco et le ministère en charge de l'enseignement supérieur ont décidé de l'augmentation du coût de l'abonnement. Il serait passé de 2200 francs CFA à 5000 francs CFA le mois par étudiant, ce qui n'est pas du goût de la FECIBF, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso. À l'arrêt Nabakom, non loin de la gare ferroviaire, elle profile une stratégie de boycott. Voilà, on remonte, on prend les liens en compte, salue les étudiants et les élèves, et on lance le message. Voilà, tant que le DG de la Sotraco n'a pas avisé, nous allons rester sur ce même point-là. Zéro frappe de tarif. Et s'ils veulent le dialogue, ils vont nous appeler, on va discuter. C'est ce qu'ils avaient dit. Et on les a attendus, on ne les a pas vus.
Et c'est le prix qu'on a vu à la télévision. Donc c'est pas normal. Nous allons continuer le combat qu'on a commencé depuis 2 semaines. Continuer toujours. Et cette stratégie, elle consiste au non-paiement des tickets de bus jusqu'à nouvel ordre. Il faut qu'ils ramènent le prix des bus à 2500 au moins. Nous n'allons pas quitter sur ce prix-là. Parce que les bus sont arrivés pour les étudiants. Il faut qu'ils respectent cela. C'est une longue lutte que nous avons menée. Et nous ne baisserons pas les bras tant que ces bus ne seront pas là. Et nous disons à tous les élèves et étudiants du Burkina Faso d'emprunter les bus à 0 francs le tarif. Tant que le DG de la Sotraco n'a pas avisé sur le prix. Le mot d'ordre de boycott entre dans sa phase active ce jour même. Les étudiants invitent le ministère en charge de l'enseignement supérieur et la direction de la Sotraco à la table de discussion. La réaction des concernés est attendue dans les heures qui suivent. Ils sont pour l'heure indisponibles. Et pour finir, notez l'ouverture ce matin à Bruxelles du sommet qui réunit l'Union européenne et le G5 Sahel. Le Burkina Faso y est représenté par son ministre des Affaires étrangères. Et selon notre envoyé spécial Mamounata Kaboré, les deux parties ont convenu dès le début des travaux du renforcement de leur partenariat et de l'amélioration de la gouvernance dans les zones fragiles du Sahel. Les détails dans nos prochaines éditions. Si Dieu est tout ce que vous avez, alors vous avez tout ce dont vous avez besoin, car ce n'est pas un hasard si croire en Dieu augmente l'espérance de vie. Merci de votre constante fidélité à BF1. À demain.